qui a disparu et qui a été détruite surtout, qui a été ensevelie de par sa décadence intellectuelle. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Hein. Eux, ils sont morts de leur règne législatif à cause des codes, etc. Nous, c'est exactement pareil. Aujourd'hui, on est en train de mourir socialement à cause des codes. Et une société qui s'enferme dans des codes et dans l'écrit va à sa perte automatiquement, toujours. Elle se ferme sur elle-même, là où le monde évolue. Donc, elle n'est plus en rapport avec les consciences. Donc, dans la mythologie grecque, l'inspiration est souvent renvoyée aux dieux et aux muses. Vous voyez ? Alors, aux dieux et aux muses. Ça veut dire on va dans une théorie paganiste. Hein, et païenne. C'est ça qui est plus grave. Alors, ils vous interdisent de faire référence au Christ sur vos propres terres. Mais par contre, il va falloir apprendre une mythologie païenne. Alors, ce seraient des êtres surnaturels qui insuffleraient l'audace, l'ivresse, voire la folie créatrice. Cette attribution de la création à une cause extérieure au créateur sera interrogée d'un point de vue psychanalytique. Comment l'artiste peut-il à la fois revendiquer un moi créateur quasi tout-puissant et rejeter sur une force qui lui échappe la dynamique de sa propre création? Ce que je vous disais, c'est voilà. Ce que je vous disais par rapport à toute la théorie en général psychanalytique et tout particulièrement aussi à la problématique qui nous concerne. Alors, il nous reste à analyser maintenant comment ils nous apprennent à interpréter et à lire une œuvre d'art ou à créer une œuvre d'art. Quels sont les critères en fait pour orienter cette création? Alors, écoutez bien, parce que c'est très intéressant. On peut distinguer 3 temps dans la création. Tout d'abord, le temps de ce que l'on nomme communément l'inspiration, c'est-à-dire le temps de l'activité imaginaire de la venue des idées. Ensuite, le temps de la réalisation proprement dite, c'est-à-dire le temps de l'activité transformatrice et productive. Enfin, le temps de l'achèvement de l'œuvre et de son exposition ou de sa publication. Voilà. Donc, en fait, c'est quoi? C'est vous faites inspirer, mais on ne sait pas par quoi, ni par qui, ni par quelle norme, ni par quel canon. Il n'y a aucun critère d'inspiration. Voilà. Non. Un truc, voilà, une idée. Alors, au lieu de parler de raison créatrice ou... Non, une idée, n'importe laquelle. Hein. Ensuite, la réalisation, vous faites. Vous réfléchissez pas à ce que ça va impliquer comme norme morale, si c'est bien, pas bien, si ça a une valeur, une vertu, non. Et ensuite, vous exposez ça. Voilà. Donc, vous vous rendez compte quand même. C'est quand même très particulier parce que... l'art est un outil. Et ça doit être un outil au service de la raison. Sinon, c'est un outil qui est pervers et qui est dangereux, qui est vicieux. Parce qu'il incite à de mauvaises choses. Il incite au vulgaire, il incite au voyeurisme. Il incite au vice. Dans le premier temps, l'esprit ne rencontre aucune résistance. Les idées s'associent avec fluidité selon la logique de l'instant et de l'immédiat. Donc en fait, selon vos pulsions. Nul écart entre l'idée et l'action, puisque l'action est seulement fantasmée. C'est la magie de la rêverie, la toute-puissance des idées, où tout est malléable à volonté. Narcissisme et principe de plaisir commandent ce premier temps. Ce premier temps de la création peut ainsi surgir à peu près n'importe où ou n'importe quand. Dans le second temps de la création, au contraire, le faire ne suit pas automatiquement l'ordre des idées. L'idée se heurte au réel, interviennent le poids des choses, de la matière, les contraintes de la technique ou encore les limites financières. Le faire exige alors durée, patience, volonté, travail, courage. Mais pas de raison encore. Oui? Non. Juste des modalités pour faire la chose. Mais il n'y a aucun moment un canon de la raison. Un canon de la logique. De la conscience aussi. Et ensuite, on va vous apprendre à vous désinhiber par rapport au complexe que vous auriez pu avoir par rapport à la production merdique que vous venez de faire. Et on vous dit, voilà, le temps de la séparation. Le créateur doit en effet sortir du rapport fusionnel à son œuvre. Voilà.
Et par ailleurs, une création libre ne se présente pas tout à fait de la même manière qu'une création imposée dans le cadre d'un exercice universitaire ou d'une commande professionnelle. Enfin, l'analyse des conditions de la création est toujours faite après coup, car il n'y a pas de loi strictement mécanique où telle condition produirait automatiquement et nécessairement tel type de création. Voilà, le mot est lâché. Il n'y a absolument aucune loi strictement mécanique. Et en réalité, c'est strictement universel. Là, il y a de la novlangue. Où telle condition produirait automatiquement et nécessairement tel type de création. En fait, ils vous disent qu'il n'y a absolument aucune règle. Et là, on va vous parler que des conditions matérielles de la création. De où créer, comment créer, avec quels matériaux créer, dans quelles conditions. Et toujours en incitant l'égoïsme. Et puis, comment dire, c'est très particulier cette mentalité parce qu'on n'a pas forcément les mots pour définir. Mais ça serait une sorte de cloisonnement individuel et solitaire pour prétexter une création personnelle quelconque. Voilà. Donc l'environnement sonore, les vêtements et l'enveloppe du corps, le moment dans la journée, la saison, les accessoires, voilà. Mais jamais quelque chose de concret par rapport au canon de la beauté et de la raison. L'isolement, vous voyez, il faudrait vous isoler, l'isolement non solitaire. Donc en fait, les conditions d'apparition de cette possible inspiration. Alors les fonctions de l'autre aussi, on vous apprend à vous servir des autres. Hein. Moi, dans 2-3 cours comme ça, il y a des profs qui m'ont incité à utiliser le corps, par exemple, de mon compagnon, ou voilà, sous prétexte d'art, sous prétexte d'exposition quelconque, voilà. Les conditions psychologiques subjectives de la création. La création peut être l'expression d'une surabondance ou d'un manque, mais dans tous les cas, il faut une richesse, une intensité, une pression libidinale. Une pression libidinale. Comme je vous ai dit, on a fait l'analyse. Hein. C'est une pression sexuelle, quoi. C'est... Oh, moi, je comprends pas qu'on accepte encore d'enseigner ça. Hein. Là, je vous ai réservé un passage, il est fameux, hein, vraiment. Hein. C'est un truc de malade. Hein. Sur un plan psychanalytique, on voit pas bien. Sur un plan psychanalytique plus technique, le trajet libidinal de l'activité créatrice peut suivre 2 voies. Donc en fait, par où vous pouvez être excité. Hein. Vous avez 2 voies par lesquelles vous pouvez être excité. D'une part, la voie orale-anale, ça veut dire la bouche et le cul. Je me nourris de diverses excitations, oralité. Je digère et j'expulse ce que j'ai digéré, analité. Enfin, j'exhibe ce que j'ai fait, phallique. D'autre part, la voie génitale où l'élaboration créatrice ne serait pas attaquée par l'angoisse de castration, mais se déploierait en un continuum gestatif jusqu'à aboutir à une création inédite vivante. D'une manière générale, le paramètre de la durée de la maturation est souvent en rapport avec une temporalité inconsciente génitale. Voilà. Voyez comment on mélange la création artistique issue de Dieu, quand elle est saine, et là, la création issue de rien du tout à part du sexe. Et vous allez voir hein, l'analyse des œuvres. Comment, du coup, ça va se passer. Parce que ça, c'est juste le cours qui vous explique la méthodologie pour analyser psychologiquement les œuvres. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Hein. C'est que là, je suis juste en train de vous expliquer ce que le prof a expliqué durant tout le semestre. Ouais, c'est ça, c'est que un semestre. Ouais, c'est ça. C'est la 3e année, c'était le 2e semestre. Il ne fait que juste expliquer la méthodologie de ce qu'il va vous demander de produire à la fin de l'année, au partiel. Vous vous rendez compte? Donc, on continue et après, je vous montre vraiment l'exemple cru, quoi. Alors, il faut se poser la question de savoir pourquoi il y a eu besoin de créer une discipline pareille. Et pourquoi il a fallu libérer comme ça de toute limite, de toute borne, la création artistique. Et comment ils ont fait? Alors c'est toujours pareil, hein. Ils ont fait sous couvert d'une fausse soumission, d'une fausse oppression des gens et de la conscience des gens en fait. En partant du principe que les gens n'étaient pas libres d'interpréter les œuvres comme ils le voulaient.
qu'on les dirigeait trop, hein, vers la raison, vers la sagesse, etc. Donc on leur a permis d'être plus libres pour faire le mal. Voilà. Donc, et ils le disent, hein, l'intérêt pour la réception esthétique est récent. Normal, ils l'inventent. C'est des disciplines qu'ils inventent. Et à base de livres. Dans sa préface au livre de Hans Robert Joss pour une esthétique de la réception, Jean Starobinski déclare: l'histoire de la littérature et de l'art plus généralement a été trop longtemps une histoire des auteurs et des œuvres. En même temps, c'est eux qui font, non? Nous, on est un simple spectateur, on n'a pas à dire ou à juger l'artiste. Surtout du passé, où ils faisaient des choses extraordinaires. Aujourd'hui, au contraire, hein, il faut les juger parce qu'ils nous choquent. Mais attendez, c'est pas fini. Elle a opprimé ou passé sous silence son tiers état, le lecteur, l'auditeur ou le spectateur contemplatif. Vous vous rendez compte? Voilà. Alors, c'est sous le prétexte de nous avoir opprimés que là, ils vont nous montrer des horreurs. Le lecteur, certes, l'esthétique philosophique traditionnelle, l'esthétique kantienne, notamment, a cherché à comprendre la spécificité du sentiment esthétique en général, mais elle n'a pas analysé l'émotion esthétique singulière, subjective. La littérature romanesque a de son côté relaté en maintes occasions les émois esthétiques de tel ou tel personnage, mais essentiellement dans le cadre des fictions. La psychanalyse de la réception esthétique que ce cours propose s'attachera à étudier la réception esthétique subjective et singulière. Voilà. Donc, toujours pareil, sous couvert d'oppression, hein, on va vous mettre des arts qui sont totalement dévoyés, qui sont vicieux. Voilà. Mais au moins, à un moment, ils reconnaissent quelque chose qui est quand même fondamental pour moi et qui pourrait servir par la suite, hein, quand même. C'est, il ne faudrait pas croire que le degré zéro de la réception esthétique soit dépourvu d'implications culturelles. Hein? Donc, quand on vous apprend à aimer de la merde, hein, il ne faudra pas nous retirer le fait que c'est culturel, hein, qu'on l'a appris. On apprend toujours à aimer ou à ne pas aimer. Voilà. Notre sensibilité est structurée par la culture et par la société. Voilà, merci. Voilà. Là, au moins, on a les faits. Et là-dessus, au moins, on est d'accord. Donc, comme quoi, on peut toujours avoir des points d'accord, même dans les théories totalement antinomiques et contradictoires. Et enfin, un second point qui est hyper important quand même. Ces affirmations nous rappellent que notre personnalité s'est construite lentement par choix et exclusion. Donc, quand ils nous reprochent sans cesse individuellement nos choix et nos exclusions, mais attendez, ça participe pas à la constitution de la personnalité lentement mais sûrement de chaque personne, que chacun puisse faire ses choix en âme et conscience et puisse faire ses exclusions en âme et conscience, non? C'est à eux sans cesse de nous imposer leurs choix et de nous imposer leurs exclusions. Non, je suis désolée. Chaque âme en son âme et conscience a le droit de faire ses choix et de faire ses exclusions. Et effectivement, ça participe à sa personnalité. Parce que personne ne pourra vous obliger à aimer des choses que vous n'aimez pas, ou à cautionner des choses que vous ne voulez pas cautionner, ou à côtoyer des gens que vous ne voulez pas cautionner et côtoyer. C'est la liberté fondamentale de chaque être humain et de chaque individu. Parce que sur Terre, le premier commandement de Dieu, c'est pas de nous aimer les uns les autres à la bisounours, alors qu'il y a des gens détestables sur Terre, mais c'est bien de lui obéir. Parce qu'il y a des fois, il y a des gens où il va vous dire sérieusement de vous en éloigner pour votre bien. Donc il y a des gens infréquentables sur Terre. Donc laissez les méchants entre eux et ne vous mettez pas à la table des méchants. Alors ensuite, il y a un autre élément qui est hyper important, hein, qu'il faut analyser et qui est souvent rappelé pour tous ces trucs-là, la psychologie de l'œuvre, l'interprétation de l'œuvre, l'interprétation inconsciente de l'œuvre, tout ce qu'on pourrait créer en mode novlangue sur ce sujet-là, c'est l'identification et la projection. Voilà. Ça, c'est hyper important parce que c'est deux procédés qu'ils utilisent énormément, aussi bien dans le domaine de l'art que dans la société, dans la sociologie, dans tout.
dans les pubs, dans les procédés rhétoriques, voilà, à coup d'identification et de projection. Soit projection de la peur ou du fantasme ou du désir, identification à vous, à vos proches, à vos familles, à votre culture. Voilà, ça c'est vraiment deux choses, deux éléments hyper importants qui sont très 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 utilisés et qui manipulent énormément les consciences dans notre société. Donc pour Freud, les caractéristiques du masculin et du féminin sont respectivement l'activité et la passivité. Alors, vous voyez comment cette personne divise l'homme et la femme. Attendez, pourquoi l'homme il est tout le temps actif et la femme elle est tout le temps passive? Non. Parfois l'homme est actif et d'autres fois il est passif. La femme des fois elle est active, d'autres fois elle est passive. Mais ça veut rien dire. Mais en raison de la bisexualité psychique. Ouais, vous lisez bien, de la bisexualité psychique. C'est-à-dire qu'en fait, tous les hommes ont des pensées homosexuelles et toutes les femmes ont des pensées homosexuelles. Et comme ils sont en même temps hétérosexuels, en fait, ce sont des bisexuels psychiques. Les hommes, aussi bien que les femmes, possèdent les deux caractères masculins et féminins. Et c'est hyper grave de raconter ce genre de truc. Parce qu'en réalité, la théorie du genre, etc., elle est issue déjà du 19e et du 20e siècle. À partir du moment où l'homme a rejeté la Genèse, où l'homme refuse de dire qu'il descend d'un homme et d'une femme ancestrale, et à partir du moment où il cherche son individualité ailleurs, il est même prêt à renier sa propre identité en se collant l'identité d'une femme ou d'un homme, s'il y a un homme ou une femme, enfin de l'opposer, plutôt que de revenir vers son Dieu. C'est une catastrophe. Dans cette optique, la réception relèverait de la passivité féminine. Donc en fait, tous les artistes sont des passifs féminins en fait. Donc ils ont un souci en gros. C'est ça qu'ils sont en train de vous dire aussi d'un certain côté. C'est que la réception relèverait de la passivité féminine. Freud, c'est hyper grave ce qu'il raconte. Et ensuite, ils vont vous faire une petite culpabilisation du style si vous aimez pas, c'est parce qu'en fait, vous n'êtes pas assez ouvert. Vous n'êtes pas assez ouvert au sexe. Et ouais, vous n'êtes pas assez, voilà, vous n'êtes pas assez, je sais pas, perverti. Une activité d'ouverture, de disponibilité spécifique est requise pour accéder au plaisir esthétique. Donc en fait, c'est un caractère rare que seulement certaines personnes sont capables d'avoir parce qu'il faut une disponibilité, quoi. Et cette disponibilité s'inscrit, comme nous l'avons vu, dans une dialectique d'échange érotique qui déborde du cadre du seul savoir culturel, livresque ou scolaire. C'est bien un art d'aimer et une éducation de la sensibilité qui prédispose à la réception esthétique. Vous vous rendez compte? Alors, aimer l'art contemporain, etc., c'est pas une perversion, non. Pour eux, c'est pas une perversion, alors que pour moi, c'est une perversion. Les gens qui aiment vraiment cet art, qui achètent cet art-là, etc., pour moi, ils vont pas bien. Parce que cet art-là, il est dégradé, il n'y a rien à en tirer, il n'y a rien à manger pour l'âme à l'intérieur. Et eux, ils vous disent, c'est un art d'aimer, une éducation à la sensibilité. En fait, c'est parce que vous êtes des barbares. C'est parce que vous êtes mal éduqués. Mais c'est un vrai scandale d'inverser à ce point-là les normes rationnelles et les normes des canons de beauté universellement reconnus. Et toujours sous couvert de sexualité. Toujours. Dans une dialectique d'échange érotique. Et si vous ne rentrez pas donc dans ce cadre-là, vous faites preuve de fermeture. Vous savez, moi, pour valider ce cours-là, je vous raconte même pas ce que j'ai écrit sur ma copie. Ah, mais j'ai écrit des insanités. Et je voulais voir jusqu'à quel point ça irait loin, quoi. Et quand j'ai reçu mes notes, j'étais choquée parce que le prof, mais il a trop kiffé, quoi. Je lui ai raconté des trucs, mais je vous raconte même pas, Parce que ce qui est plus grave, c'est qu'on va demander en plus une activité à votre âme. Une implication de votre âme dans tout ce processus-là. Et c'est ça qui est grave. Et c'est marqué dans l'activité. L'activité dans la réception esthétique se marque tout particulièrement dans les processus d'identification et de projection. L'activité dans la réception esthétique se marque tout particulièrement dans les processus d'identification et de projection.
Il faut que vous identifier à l'artiste, faut vous identifier à la merde qui est projetée, au sang qui est projeté, au cannibalisme qui est montré dans les arts. C'est juste, voilà, c'est immonde. Et vous savez, Freud, il est allé très très loin, hein, parce qu'il est allé jusqu'à la projection et l'intrusion dans la conscience des gens, jusque dans la projection de pseudo-fantasmes sur la sexualité des parents, qui est hyper grave. Hein. Regardez, en psychanalyse, on appelle scène originaire ou scène primitive le fantasme inconscient représentant la relation sexuelle de nos parents. Voyez, et disent pas la représentation rationnelle de l'acte originel de nos parents, parce que chaque personne se pose des questions un jour dans sa vie. Non, pour Freud, c'est le fantasme inconscient. C'est que vous délirez en fait sur le truc. Et que en plus, ce fantasme-là, en fait, vous n'en êtes pas vraiment conscient, vous en êtes un peu victime. Hein. Et puis en même temps, vous en jouez aussi. Hein. Ce fantasme n'accède pas facilement à la conscience, mais selon Freud, cette scène originaire serait une scène psychiquement structurante qui nous aiderait à affirmer notre identité sexuelle. Le fils s'identifierait plutôt au père, la fille plutôt à la mère. Freud insiste cependant sur l'importance de l'identification inverse, c'est-à-dire de l'identification au sexe opposé. Sans cette identification du fils à la mère et de la fille au père, il nous manquerait la capacité de comprendre de l'intérieur l'autre sexe. Voilà. Vous voyez, c'est Freud, c'est une théorie de l'inceste inversé, en fait. Au lieu que ça soit de la pédophilie, dans le sens où c'est les parents qui ont des projections sur les enfants, là, Freud a fait de l'enfant un obsédé sexuel qui fait des projections sur ses parents. Voilà, et ça, c'est hyper grave. Parce que d'un côté, vous voyez, hein, tout est incohérent chez Freud. Parce qu'il vous dit, oui, non, mais le garçon et la petite fille vont s'identifier au père et puis à la mère pour la petite fille, voilà. Mais des fois, il vaut mieux aussi pour l'identité qu'il y ait une identification inverse. C'est-à-dire de l'identification au sexe opposé. Alors, il faudrait savoir, c'est soit l'un, c'est soit l'autre. Ça ne peut pas être les deux à la fois. Et vous voyez, Freud, il est à fond dans l'homosexualisation de la société. Il part du principe que c'est normal de se penser comme un homme ou de se penser comme une femme alors qu'on est un homme ou de se penser comme un homme quand on est une femme. Regardez, il le dit de toute façon, en d'autres termes. Pour parvenir à un plein épanouissement psychosexuel, l'homme doit pouvoir faire preuve de réceptivité féminine, de même que la femme d'activité masculine. Vous vous rendez compte? Ils le disent. Et pour eux, c'est dû à un plein épanouissement psychosexuel. Non, pour moi, c'est un plein épanouissement pervers. Pervers. Je ne peux pas m'identifier à un homme et un homme ne peut pas s'identifier à une femme. Et en plus, c'est fou parce qu'il se contredit, Freud, tout le temps. Mais Freud rappelle que dans la vie sexuelle... mais Freud rappelle dans La vie sexuelle, c'est un livre, que pour l'enfant, l'idée du rapport sexuel de ses parents est quelque chose de très difficile à envisager à cause de la dimension incestueuse de cette représentation. Ah oui? Ah ouais? Mais un enfant, c'est impossible qu'il pense ça, c'est impossible. Faut arrêter de raconter mais n'importe quoi. C'est un vrai scandale. Et ensuite, dans la méthodologie que nous expose ce professeur pour nous aider à réussir nos partiels et pour obtenir notre licence, il nous propose quelques questions pour produire notre commentaire interprétatif. Parce qu'en fait, il va nous donner une œuvre et il va falloir qu'on écrive dessus une dissertation en expliquant l'interprétation de cette œuvre. Alors, en guise de conclusion, je vous propose une énumération des questions qui vous permettront de développer à titre d'exercice personnel une interprétation psychanalytique des fragments de témoignages qui viennent d'être cités. Quelle place tient le rapport à l'enfance et au contexte familial dans la réception esthétique? Voilà. Donc en fait, on va incriminer votre famille, vos parents, etc. Et c'est ce qu'ils font depuis les années 60. C'est toujours à cause d'un traumatisme dans l'enfance, à cause de vos parents qui vous ont battu, à cause de tout ça. Hein. Bon, et on vous inculque jamais le pardon, la notion dans les familles de compréhension, de pardon. Oui, jamais, jamais.
Peut-on déceler les différentes modalités libidinales inconscientes dans les témoignages? C'est-à-dire, en fait, on va rechercher les désirs sexuels dans les témoignages. C'est quand même quelque chose, hein. Quelle signification psychanalytique attribuer aux larmes ou au rire? Alors, en fait, sur le subjectif, on va encore faire du subjectif. Quelle place donner à l'identification et à la projection? Comment expliquer les variations et la réception esthétique par rapport à une même œuvre ou par rapport à un même sujet? Alors, la phrase juste avant, elle est hyper intéressante, hein. Quelle place donner à l'identification ou à la projection? Ça, c'est très intéressant parce que c'est ce qu'ils font dans les critiques d'art, hein. C'est qu'ils comparent des choses. Par exemple, là, quand ils ont installé, moi je sais plus l'artiste, mais le vagin de Marie-Antoinette, si vous tapez sur Internet, vous tapez ça, vous allez voir l'œuvre. Le vagin de Marie-Antoinette, c'est quoi? C'est une énorme corne, une espèce d'énorme corne qu'ils ont foutu en plein milieu du jardin de Versailles. Voilà. Ils ont foutu ça en plein milieu du jardin. Et il y a eu une polémique autour de ça. Je crois que c'était l'été de 2016. Parce que on a dit que c'était le vagin de Marie-Antoinette. Voilà. Donc, un exemple d'identification et de projection. Voilà. Entre deux termes totalement choquants, une œuvre contemporaine qui ne représente rien et qui n'a aucun sens, mais à partir du moment où, comme je vous ai dit, hein, vous avez réussi à expliquer le cadre et votre démarche, il n'y a pas de problème. Bon, après, je vais pas tous vous les faire, c'est un peu long, mais il y en a un autre là, c'est hyper important. Quels sont les différents rôles qu'autrui peut jouer dans la réception esthétique? Voilà. Vous voyez, vous allez impliquer autrui dans votre création et dans votre réception. Le fantasme de scène originaire surdétermine-t-il certains témoignages? Voilà, vous voyez? Est-ce que le fantasme de vos parents qui font l'amour, ça va déterminer voilà, votre témoignage ou certains témoignages? Quel rôle la modalité oedipienne peut-elle avoir dans la réception esthétique? Bah, aucune, c'est une théorie. Donc, personnellement, je dirais aucune. Il faudrait déjà me prouver les modalités oedipiennes. Si ce n'est tout simplement l'évolution d'un enfant qui joue avec sa bouche, qui apprend à... Pardon, mais à chier. Et voilà. Non, excusez-moi. Donc maintenant, nous pouvons passer à la troisième partie, qui est l'analyse, là la plus fameuse, je pense, de la discipline sciences humaines appliquées à l'art au semestre 1 de la licence, de la troisième année de licence d'art plastique. Voilà, sciences humaines appliquées à l'art. Donc, sciences humaines. Sciences humaines. Déjà, il y a un lapsus. Il y a un lapsus et il y a une incohérence à utiliser ce terme-là. Pourquoi? Je vais vous expliquer tout de suite. Parce que le mot science, on l'utilisait avant pour déterminer tout ce qui était connaissance. Mais pas dans le sens de connaissance scientifique comme actuelle. Alors qu'aujourd'hui, quand on entend science, les trois quarts des gens, et c'est normal, ils ont un sens moderne qui veut dire le scientisme, le scientifique. Tout ce qui est basé sur des expérimentations donc empiriques et matérielles. Et donc, du coup, il y a une contradiction totale, parce que d'un certain côté, on va vous dire, oui, mais c'est la science dans le sens où c'est la connaissance humaine. Et pour d'autres, ça va dévier vers un scientisme sur l'humain. Donc, du coup, on comprend très bien le parallèle entre la psychologie qui n'a aucune preuve, qui n'a apporté absolument aucune preuve durant toute son histoire, et le fait qu'elle drogue les gens avec des médicaments. Et il y a une incohérence et une incompréhension totale là. Parce que là, on est totalement hypocrite. On est dans une société, mais vraiment très, très hypocrite. Parce qu'on nous dit, on va vous soigner l'âme, mais en réalité, on vous drogue le corps. Donc, effectivement, votre âme, bon, elle peut moins agir, forcément. Mais parce que simplement, votre corps, il est drogué. Mais est-ce que antérieurement, ça fait vraiment de vous quelqu'un de plus apaisé? Je suis pas certaine, hein.
Je suis pas certaine. Vous êtes moins actif. Oui, c'est assez clair. Vous êtes plus passif par rapport à la société. Vous êtes moins une gêne, ça c'est clair. Mais pour vous, en quoi ça vous aide? Je vois pas, hein. Donc vous voyez, ça va être les sciences humaines. Hein, sciences humaines, mais appliquées à l'art. Assez particulier quand même, hein. Pourquoi? Parce que l'art, justement, n'est plus une science. Depuis qu'ils ont enlevé toutes les catégories, on ne peut plus dire qu'il y a une connaissance artistique. Il n'y en a plus, vu que chacun est son propre maître. Et voir chez certains, on n'est même pas maître en nous-mêmes. Alors, ça devient très compliqué, là. Donc, dire qu'il y a une science qui est en plus humaine, qui est appliquée à l'art, alors que... Enfin bon, déjà, on voit que ça va pas bien. On va pas dire grand-chose à part des conneries là-dedans, quoi. Et tout de suite, on vous dit, hein, on vous fait rentrer dans le vif du sujet. Sciences humaines appliquées à l'art, initiation à la psychanalyse. Psychanalyse de l'œuvre. Voilà. Donc, c'est absolument pas des sciences humaines, en fait, parce que au début, vous lisez ça, vous pensez qu'on va parler, par exemple, de religion, qu'on va parler de l'histoire, qu'on va parler des différentes croyances par rapport à l'art. Non, on va juste uniquement se concentrer encore et toujours autour des utopies freudiennes, autour des mythologies freudiennes, issues des mythes grecs extrapolés sur l'humanité. Et ça, instruite dans une université française, parisienne. Une université qui se dit être le fleuron de la raison universelle. Est-ce que par hasard, on ne se moquerait pas de nous dans ce siècle? Et de ce siècle? Est-ce qu'on ne se moquerait pas de ce siècle? Et même du siècle passé? Et vous allez voir à quel point, en fait, ce mot de psychanalyse sert à toutes les sauces, en fait. Pour remplacer le mot simple de raison. Simplement de raison. Donc, en matière d'art, 3 voies principales de recherche s'offrent à la psychanalyse. Pourquoi pas à la raison? La psychanalyse de l'œuvre, qui fait objet de secours, la psychanalyse de l'activité créatrice et la psychanalyse de la réception esthétique, qui font l'objet du cours du second semestre, ce que je vous ai analysé tout à l'heure. Donc, pourquoi pas mettre la raison de l'œuvre, qui fait l'objet de secours, la raison de l'activité créatrice et la raison de la réception esthétique? Pourquoi la psychanalyse? En plus, psychanalyse, si vous analysez vraiment le mot, c'est quoi? C'est l'analyse de la conscience. Donc c'est quoi? C'est la raison en réalité. Vous voyez la novlangue? La novlangue, elle a commencé il y a bien longtemps en réalité. La première partie de ce cours sera consacrée à un rappel de la théorie et de la clinique psychanalytique. Vous vous rendez compte? Ces données constituant la base indispensable à toute approche psychanalytique de l'art. Ah bon? En quoi une approche clinique va m'aider à comprendre la psychanalyse de l'art? Comment une approche clinique vraiment peut m'aider pour une approche de l'art par la raison? Je vois pas, non. Et en plus, c'est la théorie clinique psychanalytique. C'est pas... Vous voyez comment ils ont écrit? Et c'est ça qui permet la confusion. C'est que dans un premier temps, on vous dit... La première partie de ce cours sera consacrée à un rappel de la théorie. Et, donc ça veut dire autre chose, et de la clinique psychanalytique. Non, c'est la première partie de ce cours sera consacrée à un rappel de la théorie clinique psychanalytique. Ces données constituant la base indispensable à toute approche psychanalytique de l'art, mais qui est théorique et subjective. Et donc, ça peut être enseigné comme n'importe quel truc qu'on pourrait écrire là, maintenant, tout de suite, et décréter que ça a une valeur universelle, alors qu'il n'y a aucune preuve derrière. En fait, l'interprétation psychanalytique est un art qui exige à la fois rigueur d'observation et liberté d'imagination. Alors, comment vous allez faire ça? Rigueur d'observation et liberté d'imagination. Ça veut dire, vous regardez avec rigueur, mais vous imaginez ce que vous voulez. Précision et souplesse. Vous voyez l'incohérence comme ils écrivent. Contrôle intellectuel et lâcher prise.
Donc en fait, il faut raconter, et c'est l'art de raconter n'importe quoi, mais dans la logique et dans la raison, dans la cohérence du n'importe quoi en fait. Il faut pas que ça se sente. Il s'agira pour l'essentiel de décrire des structures iconographiques dans leur rapport aux structures de l'inconscient, indépendamment de toute psychologie de l'artiste. Alors ça, c'est hyper important parce que du coup, ça va permettre de faire des anachronismes en analysant à travers une théorie freudienne des œuvres du XVe siècle. Sans problème. Avec des artistes qui ne sont absolument pas dans un paradigme freudien, absolument pas dans des complexes oedipiens, etc. Mais c'est pas grave. On va analyser une Vierge à l'enfant avec le regard de Freud sur une œuvre du XVe siècle. Ça va poser des problèmes à personne dans ce siècle-là. Moi, ça me pose un problème d'apprendre ça et de devoir réciter ça. Parce que c'est faux. Parce que c'est pas possible déjà. Et parce qu'on le sait très bien, avant, ils ne faisaient de l'art qu'en fonction de ce qu'ils avaient réellement à dire et à représenter. Et pas, c'était pas un art abstrait et complètement détaché de toute raison. Donc, il s'agira pour l'essentiel de décrire des structures iconographiques dans leur rapport aux structures de l'inconscient, indépendamment de toute psychologie de l'artiste. Et après, l'étude des exemples présentés, la réalisation des 2 devoirs du semestre et les comptes rendus de correction vous permettront de surmonter les inévitables difficultés liées à la découverte d'une discipline nouvelle pour la plupart d'entre vous. Et c'est pas nouvelle pour la plupart d'entre vous, c'est qu'elle est nouvelle tout court. Ils inventent des disciplines à longueur de temps pour professer leur théorie. Mais en fait, Freud, est-ce que c'est pas le plus grand usurpateur du monde? Parce qu'en fait, il a décrit des procédés normaux et universels chez tous les êtres humains en leur donnant en fait des noms pseudo-scientifiques. Et à partir de là, il en a dit qu'il avait fait une découverte. Mais en réalité, il n'a fait que décrire des procédés qu'on peut, par exemple, très bien résumer avec le mot de mémoire. La mémoire. L'inconscient, il n'y a pas d'inconscient, c'est simplement la mémoire. Il y a des choses que vous avez déjà vécues et du coup, ça vous fait reproduire certaines choses parce que vous avez déjà vécu ça. Alors, mais comment ils interprètent ça? Et c'est hyper intéressant à analyser. Des forces inconscientes s'enracinent dans la très longue durée et obéissent à des scénarios immémoriaux. Et obéissant à des scénarios immémoriaux marqueraient de leur empreinte notre vie psychique, notre existence relationnelle et l'ensemble de nos activités. Telle est l'hypothèse de la psychanalyse freudienne. Là, on a bien, c'est une hypothèse. Mais cette hypothèse en soi, en quoi elle a pu perdre beaucoup de gens? Parce qu'en fait, on nous parle de la mémoire, mais sans dire le nom. Et en nous disant qu'en fait, c'est une mémoire dont on n'a pas accès. Des forces inconscientes s'enracinent dans la très longue durée et obéissent à des scénarios immémoriaux. Et obéissant à des scénarios immémoriaux. Ça serait la mémoire. Je suis désolée, il n'y a pas d'autre terme que ça. Et Freud a plaqué sur ce mot-là de mémoire et il base son travail que sur le souvenir de la mémoire, sur le fait de faire parler la mémoire. Et il a donné ça comme terme, un terme inconscient. Certaines productions psychiques comme les rêves, les lapsus, les jeux de mots et plaisanteries, les symptômes névrotiques, mais aussi les créations artistiques seraient des objets particulièrement révélateurs de la présence de l'inconscient. Alors franchement, non, simplement de la vie cognitive de la personne. Et surtout, il n'y a pas de preuve, il n'y a jamais de preuve. Vous voyez, depuis tout à l'heure, on nous dit aucune preuve. On pourrait dire que l'élucidation psychanalytique se propose d'enrichir notre regard en apportant une dimension d'intelligibilité supplémentaire. Mais où sont les preuves? Moi, je dirais de blabla supplémentaire sur l'âme. Comme nous le verrons dans la seconde partie de ce cours, la psychanalyse de l'œuvre peut être considérée comme une modalité singulière de l'iconographie. Voilà, on a le mot surtout. C'est que c'est un travail simplement sur l'analyse des formes, des symboles dans l'art.
Et ça, depuis le début de l'humanité, l'homme le fait, avec un exemple fameux au Moyen-Âge, notamment avec les vitraux, bon, qui appellent justement ces formes-là à la mémoire des gens. Mais alors, ce qui est marrant, c'est que ça a beau être une théorie, et pourtant, sans cesse, ils utilisent des termes comme si Freud avait fait une découverte. Histoire de la découverte freudienne de l'inconscient, les voies d'élaboration de la psychanalyse. Voilà. Mais Freud n'a fait absolument aucune découverte, hein. C'est simplement une théorie. Hein. Moi aussi, je peux faire des théories, mais ce n'est pas une découverte. Et en plus, dans ce cours-là, le prof, il dit des trucs totalement faux. Hein. Par exemple, sur le caractère de Freud, et ça, je vous renvoie au livre de Michel Onfray, parce que Freud, il a un ego surdimensionné, et quand ça l'arrange, il reconnaît la paternité de ses œuvres, et quand ça l'arrange pas, bah là, il dit que non, bah c'était les autres, et que c'était pas lui qui a inventé. Souvent, il se dédouane derrière Breuer, alors que, bah non, c'est lui. Écoutez ce qu'il dit, Freud. En 1914, hein. Ayant eu l'occasion, en 1904, donc il dit ça en 1914, de parler pour la première fois publiquement de la psychanalyse du haut d'une chaire universitaire américaine et conscient de l'importance de ce fait, que ce fait pouvait avoir pour les objectifs que je poursuivais, j'avais déclaré que ce n'était pas moi qui avais donné naissance à la psychanalyse, que c'était Joseph Breuer qui s'était acquis ce mérite, alors que, encore étudiant, j'étais occupé à passer mes examens, de 1800 à 1882. Mais des amis bienveillants m'ont fait observer depuis que j'avais poussé trop loin l'expression de ma reconnaissance, que j'aurais dû, ainsi que je l'avais fait dans les occasions antérieures, faire ressortir que le procédé cathartique de Breuer constituait une phase préliminaire de la psychanalyse et que celle-ci datait du jour où, repoussant la technique hypnotique, j'avais introduit celle de l'association libre. Or, c'est faux. Freud n'arrive pas à hypnotiser. Et c'est pour ça qu'il passe à l'association libre. Ça veut dire de simplement faire parler les gens. Sauf que faire parler les gens, surtout quand on n'a pas l'Esprit Saint, ça n'a jamais aidé. Au contraire, des fois, ça peut même être très très préjudiciable pour la personne. Un faux conseil, et puis hop, la personne passe l'arme à gauche. Et en plus, qu'est-ce que ça veut dire en fait ? Pourquoi Freud rejette la paternité du procédé cathartique ? Parce qu'à ce moment-là, c'est très mal vu. Déjà, à la base, l'hypnose est très mal vue. Hein, parce que, voilà, on est dans une France chrétienne pratiquante et où les gens savent que c'est du satanisme. Donc, déjà, c'est très mal vu. Et d'un autre côté, Freud n'y arrive pas. Donc, le procédé cathartique, il ne va pas le reconnaître tout de suite. Il va mettre ça sur le coup de Breuer. Mais dès qu'il va se rendre compte qu'au final, sa théorie, elle prend de l'ampleur, parce qu'il joue finement et puis il sait s'y prendre au niveau de l'argumentaire, et bien là, il reconnaît effectivement que c'est à cause de sa modestie hein, qu'il n'a pas reconnu en fait sa théorie. Mais en réalité, ça n'a rien à voir avec sa modestie. C'est simplement qu'il voulait se planquer. Mais le plus grave, c'est qu'après, les théories freudiennes, elles sont utilisées en fait pour interpréter tout le passé et même l'avenir qu'à travers les yeux de Freud. Et ça, c'est hyper grave. Parce que là, même après, par exemple, l'analyse de ça, en fait, de son comportement, va être analysée à travers les théories freudiennes. Par exemple, de castration, etc. Le prof le dit. Pourquoi Freud s'abrite-t-il derrière le nom de Joseph Breuer ? Joseph Breuer était un médecin viennois qui avait une grande renommée et qui prit sous sa protection, y compris financière, le jeune docteur Freud, de 14 années son cadet. Quand Breuer et Freud se brouillèrent vers 1896, Freud devait encore à son aîné une somme importante. Et en réalité, c'est ça qu'on apprend, c'est que Freud est souvent en très mauvaise posture vis-à-vis de son entourage, et que quand son entourage l'aide par la suite, en fait, il n'est pas très reconnaissant et au contraire, il a tendance à s'éloigner de son entourage. On peut affirmer sans gros risque d'erreur que Breuer occupait à l'égard de Freud une position paternelle, propre à susciter des sentiments filiaux ambivalents, c'est-à-dire marqués à la fois par une identification admirative
et une rivalité haineuse. Voyez, identification et projection. On projette de la rivalité haineuse et on identifie Freud à l'image du père et Breuer au père. Et ça, c'est une interprétation freudienne. Ce lapsus ou ce déni de réalité proféré par Freud de nombreuses années après la rupture avec Breuer pourrait alors correspondre à un souhait inconscient de réparation. Vous voyez ? On utilise le terme d'inconscient, alors qu'à l'époque, c'est même pas encore connu toute cette théorie-là. Donc Freud, il n'a pas pu être influencé par toutes ces théories-là. Et en plus, ce ne sont que des théories. Donc, à un moment, il y a un problème. Un soin inconscient de réparation. En l'occurrence, Freud rembourse sans doute un peu cher la dette morale et financière contractée à l'endroit de Breuer en lui attribuant la paternité de la psychanalyse. Ce petit détail noté dans le texte freudien révèle une des grandes lois de l'inconscient. Ovide en avait à sa façon saisi toute la pertinence, dans son art d'aimer, quand il déconseillait l'infidèle de ne point chercher à cacher sa trahison par un excès de générosité. Le cadeau, les fleurs ou l'expression d'une tendresse démesurée pouvant faire soupçonner le désir de dissimuler quelque chose de moins avouable. Et Janine Chasseguet-Smirgel, dans un tout autre ordre d'idées, décèle dans l'essor de l'écologie et du pacifisme en Allemagne un désir inconscient de réparer les atrocités historiques du Troisième Reich. Voilà. Alors quel rapport déjà, j'aimerais bien comprendre dans le cours, quel rapport avec l'analyse de la situation de l'Allemagne aujourd'hui et de l'écologie, je sais pas. Hein, ça, faudra nous expliquer aussi pourquoi sans cesse faire des références comme ça incohérentes. Ensuite, il y a sans cesse des références à l'Antiquité, au mythe antique.